jeunesse et des bonnes valeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Kyria Media Channel. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Voici les principaux titres à la une ce soir. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec le ministre tanzanien des Affaires étrangères sur l'intégration de la RDC à suivre dans ce journal. Un partenariat stratégique de 21 milliards de dollars se dessine entre la RDC et le groupe qatari Al Mansour Holding. Et enfin, crise à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe dans la tourmente. Une pétition menace la présidence de l'UNC. L'UNC dénonce un complot politique. Voilà tout pour l'essentiel, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé ce mardi, en fin d'après-midi, une audience accordée à M. Mahmoud Tabout Kombo, ministre tanzanien des Affaires étrangères, au cours des échanges, l'intégration régionale de la République démocratique du Congo. Stéphanie Pagna pour le reportage. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi en fin de journée le chef de la diplomatie tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, porteur d'un message lui destiné. Cette audience témoigne de la volonté de deux nations de consolider un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Le ministre tanzanien, à l'heure de cette rencontre, remercie le président Tshisekedi pour l'hospitalité dont il a bénéficié, tout en réitérant que la RDC et la Tanzanie entretiennent de bonnes relations politiques, diplomatiques et commerciales. Pour rappel, en juillet dernier, le ministre des hydrocarbures de la RDC et de la République unie de Tanzanie avait échangé à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, sur les opportunités de coopération dans le secteur des hydrocarbures, mais également sur l'échange de données techniques, d'exploration et de production pétrolière et gazière sur les Graben Tanganyika. À savoir, la Tanzanie fait partie des États africains qui ont vite appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des hostilités dans l'est de la RDC, au lendemain même de la prise de la ville de Goma, capitale martyre de la province du Nord Kivu par l'agresseur rwandais et ses supplétifs de l'AFC M23. La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi 2 septembre une délégation de Al Mansour Holding conduite par Son Altesse Cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani. Au centre de leurs échanges, la signature d'une lettre d'intention pour un investissement stratégique de 21 milliards de dollars, scellant un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et le groupe qatari. Dodi Bambi pour le reportage. La première ministre Judith Suminwa a dirigé une rencontre officielle avec la délégation des Al Mansour Holding, conduite par Son Altesse Cheikh Mansour, ce mardi 2 septembre 2025. Cette rencontre s'est tenue avec la participation du ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba. Quelques points essentiels ont été abordés lors de cet échange, notamment la signature d'une lettre d'intention pour un investissement stratégique de 21 milliards de dollars. Un partenariat gagnant-gagnant entre Al Mansour Holding et la RDC. Les secteurs concernés sont l'agriculture, les mines, les hydrocarbures, la santé, l'éducation et tant d'autres. Judith Suminwa a également eu un moment d'échange avec la Fédération des entreprises du Congo, FECANCI, pour renforcer le dialogue gouvernement-secteur privé. La première ministre a salué une initiative qui illustre la politique d'ouverture du gouvernement Suminwa aux investissements privés, gage de diversification économique, des créations d'emplois et d'un développement durable pour le peuple congolais. La tempête souffle au perchoir. Depuis quelques jours, une vive agitation secoue l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de cette institution, est visé par une pétition lancée par certains députés. D'après plusieurs sources, près de 100 signatures ont déjà été récoltées. Les cadres de son parti, UNC, dénoncent un acharnement et un coup monté contre leur leader. Bienvenue Fwamba pour les détails. Une atmosphère tendue règne depuis quelques jours dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, le président de cette chambre basse du Parlement,
est désormais au cœur d'une tempête. Une pétition réclamant sa destitution circule activement parmi les députés nationaux. D'après plusieurs sources internes, plus d'une centaine de signatures auraient déjà été collectées. Dans le rang de l'INC, l'indignation est palpable. Nestor Okoko, cadre influent du parti, dénonce une campagne de déstabilisation ciblée, une manœuvre politique visant à fragiliser la position des Camérés. En fait, dans tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est juste de l'acharnement. Parce que lorsque le député parle de frais de fonctionnement de député, moi je ne pense pas que c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend cet argent-là pour utiliser par exemple à ses besoins. C'est juste le gouvernement congolais n'a pas pu faire vraiment l'enveloppe qu'il faut pour le fonctionnement de députés. Je peux citer même leur nom, les Bindoulé, les autres là, ils sont motivés par l'esprit méchant, l'esprit d'acharnement, juste pour faire déstabiliser les institutions de la République. Le président de la République doit s'imposer parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Pour l'heure, la présidence de l'Assemblée n'a pas encore officiellement réagi à cette pétition. Parlons diplomatie à présent. Les renforcements des relations économiques se renforcent entre Kinshasa et Washington. Adolphe Muzitu et l'ambassadrice américaine Lucie Tamlin, le vice-premier ministre en charge du budget, a reçu la diplomate américaine ce mercredi 3 septembre 2025 dans le cadre d'une visite de courtoisie. Suivez. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, a reçu en audience ce mercredi 3 septembre 2025 dans son cabinet de travail l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC, Lucie Tamlin. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des questions prioritaires concernant les deux États. Il s'agit notamment de l'amélioration du climat des affaires en RDC pour attirer les firmes du pays de l'oncle Sam à venir investir au Congo. Et moi, j'ai expliqué que les États-Unis se veut un partenaire sincère et fiable pour la RDC, que nous comptons sur l'amélioration du climat d'affaires pour attirer l'intérêt des entreprises américaines. Et nous comptons aussi travailler très étroitement avec le gouvernement pour assurer qu'il y ait la paix dans l'Est de la RDC. Donc c'était un très bon échange et je le félicite. Et on espère que nous pouvons continuer ces bons échanges. Par ailleurs, Lucie Tamlin s'est montrée très optimiste quant à l'issue des processus de Washington et de Doha pour la paix durable dans la partie orientale de la RDC. Dans la foulée, la diplomatie américaine a félicité Adolphe Muzitu pour son ouverture dans les échanges et a émis les vœux de continuer de tels entretiens avec le VPM du budget. Le marathon budgétaire se poursuit dans le cadre de la préparation du budget 2026. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, multiplie les consultations. Tard dans la soirée du mardi 2 septembre 2025, il a poursuivi les échanges avec les ministres sectoriels. Objectif, permettre à chaque membre du gouvernement de défendre les prévisions budgétaires liées à son secteur en vue de l'élaboration du projet de loi des finances, exercice 2026. Naomi Kiazi pour les détails. Le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzitu, a poursuivi tard dans la soirée du 2 septembre 2025 les consultations qu'il a intensifiées, qu'il a initiées à l'intention des ministres sectoriels dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Des consultations qui permettent aux membres du gouvernement de défendre les prévisions budgétaires en rapport avec leurs secteurs respectifs. Le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, qui a, au nom du VPM Adolphe Muzitu, poursuivi les entretiens, a reçu à tour de rôle les ministres du commerce extérieur, des droits humains, de l'urbanisme et habitat, des pétentiques, de l'économie numérique, ainsi que celui des sports, mais aussi le ministre de l'Environnement et son délégué. D'après les autorités reçues, cette rencontre avait son importance compte tenu du changement qui devait être apporté dans la loi des finances 2026 en tenant compte des réalités actuelles de chaque portefeuille. Julien Paluku, ministre du commerce extérieur, qui a salué ces échanges, a signifié que son ministère devrait s'activer pour augmenter les recettes afin d'apporter une contribution importante au budget du pays. De son côté, José Panda de Pétenti, lui, a
plutôt estimé que ces échanges leur ont permis de revérifier ce qui a été fait au niveau de la conférence budgétaire. Dernier à être reçu, Didier Boudimbo, ministre des Sports congolais, a précisé que le débat a tourné autour des prévisions budgétaires 2026, surtout que son ministère consomme beaucoup d'argent dans le budget du pays. Cette série d'échanges va continuer dans le but de permettre à chaque membre de tabler avec le patron du budget, Adolphe Muzito, sur les priorités de leur portefeuille. Parlant éducation, en zone occupée, des milliers d'enfants vivant dans les zones occupées par l'AFC M23 sont privés de la gratuité de l'enseignement primaire, un droit garanti par la Constitution. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dénonce un grave recul social dans ces territoires en conflit. Suivez. Lors de la traditionnelle briefing gouvernemental de ce mardi 2 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a tiré la sonnette d'alarme. Des centaines de milliers d'enfants vivant dans les zones occupées par l'AFC M23 sont privés de la gratuité de l'enseignement primaire, pourtant garanti par la Constitution et consacré comme pilier de la politique sociale du chef de l'État. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur les territoires occupés ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement. Ce qui aurait un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Ces groupes armés qui contrôlent plusieurs localités dans le Nord Kivu imposent aux parents un paiement obligatoire des frais scolaires, y compris dans les écoles publiques, en totale violation des textes en vigueur. Un arrêté récent du gouverneur militaire de la province, censé garantir la continuité de cette mesure dans toutes les zones, peine à être appliqué sur le terrain. À Goma, des ONG locales s'alarment déjà. Des nombreux enfants risquent l'abandon scolaire, exposés au travail précoce ou à d'autres formes de vulnérabilité. Ce blocage constitue un revers de taille pour le gouvernement qui peine à appliquer l'un de ses programmes phares dans les territoires encore marqués par l'instabilité sécuritaire, une équation difficile où l'école gratuite devient dans certaines zones un luxe inaccessible. À la Chopo, en mission à Kisangani, le ministre John Bonza a inspecté les travaux de la route nationale numéro 4 et l'usine des préfabriqués, appelant à une relance rapide des chantiers stratégiques pour le développement de la Chopo. Suivez cet élément. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics John Bonza Lunda séjourne depuis lundi 1er septembre à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le cadre d'une mission de travail de 4 jours centrée sur l'évaluation des projets routiers et industriels stratégiques. Accueilli à l'aéroport de Bangoka par les équipes techniques de l'Office de route, de la CGT et d'autres services spécialisés, le ministre a affirmé que cette descente sur terrain s'inscrivait dans le cadre de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi à moderniser les infrastructures nationales. Sa priorité, faire le point sur les chantiers de la route nationale numéro 4 et redonner le souffle à l'usine de préfabriqués de Kisangani, considérée comme un levier pour le développement régional. Je suis venu inspecter les travaux, la RN4, il y a des travaux qui sont en cours. Je vais inspecter aussi la voirie de la prestigieuse ville de Kisangani et je vais aussi voir l'état dans lequel se trouve l'industrie des fabrications de préfabriqués. Cette industrie qui va permettre à ce que nous puissions appuyer la gratuité de l'enseignement avec la construction des infrastructures scolaires. Cette industrie va nous permettre d'appuyer la construction des infrastructures telles que les camps militaires et les camps des travailleurs, etc. Et donc, c'est une visite de travail de très grande importance. Voilà les bâtisseurs là. Le deuxième jour de sa mission a été marqué par une tournée d'inspection musclée sur la route nationale numéro 4, où le ministre a exprimé sa frustration face au retard accumulé par les entreprises chinoises en charge des travaux. Outre les dallos, le ministre des ITP s'est rendu sur le pont Kangenge, actuellement démoli pour reconstruction,
Même lenteur observée sur le pont Batchebo où les équipes peinent à avancer faute de base de vie opérationnelle. Il a également rappelé que la première tranche du financement public est toujours disponible, signe que les blocages sont davantage d'ordre organisationnel que budgétaire. La visite s'est conclue à l'usine de concassage qui fournit les granulats nécessaires aux travaux routiers, un arrêt hautement symbolique alors que le ministre projette de redynamiser l'usine des préfabriqués de Kisangani dans l'optique de construire des écoles, des camps militaires et des logements sociaux. Ici est de noter qu'une réunion des crises est annoncée à Kinshasa dès son retour, l'heure est à la relance des chantiers et le ministre entend bien ne plus laisser place à l'inertie. Parlons conférence de Johannesburg à la veille de l'ouverture de la conférence sur la paix et la sécurité en RDC, organisée par la fondation Thabo Mbeki ce mercredi 3 septembre à Johannesburg. Plusieurs opposants déplorent l'impossibilité de s'y rendre faute de visa. Le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, dirigé par l'ancien Premier ministre en exil Matata Ponyo, a exprimé ses regrets dans un communiqué. De son côté, Jean-Marc Abound également dénonce l'absence de visa l'empêchant de participer à cet événement. Passons à présent au procès. Constant Mutamba, condamné à 3 ans de prison, de travaux forcés et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, Constant Mutamba fait face à une peine qui suscite de nombreuses interrogations. Pour mieux comprendre la portée juridique de cette décision, décryptage et implications juridiques avec l'expert Maître Julio Mananga. Suivez. En République démocratique du Congo, Constant Mutamba a été condamné le mardi 2 septembre à 3 ans de travaux forcés, ainsi qu'à une interdiction de 5 ans d'exercer toute fonction. Cette condamnation suscite des interrogations chez une partie de l'opinion, notamment les non-initiés en droit. Pour mieux comprendre les implications de cette peine de justice, Julio Mananga, expert en la matière, a apporté des éclaircissements sur des sanctions désormais applicables à l'encontre de Constant Mutamba. Effectivement, il existe une différence entre une condamnation ferme et une peine des travaux forcés. En droit congolais, une condamnation ferme est appelée servitude pénale. C'est en réalité le nombre d'années pour lesquelles le prévenu avait été condamné qu'il devra purger en prison avant de se voir être libéré. Mais pour ce qui est des travaux forcés, c'est différent. À l'époque, les travaux forcés s'exécutaient par l'accomplissement d'un certain nombre de travaux d'intérêt général par le prisonnier pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, avec l'arsenal juridique international en matière des droits humains et des luttes contre la torture que la République démocratique du Congo a ratifié, et même sa constitution qui n'est pas en faveur des travaux forcés, il y a ce qu'on appelle une conversion qui s'opère. Mais cette conversion s'opère si le prévenu était déjà dans une situation de détention. Ça veut dire que dans le cas d'espèce, Monsieur Mutamba, qui a été condamné à 3 années de travaux forcés, va se voir, et qui était déjà en situation de détention parce qu'il était en résidence surveillée, va voir cette peine des 3 années de travaux forcés être convertie en 3 années de résidence surveillée. Pour rappel, le leader du parti politique Nojek a été reconnu coupable du détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Toujours dans l'affaire Constant Mutamba, condamné à 3 ans de travaux forcés, la décision de la justice a suscité des vives réactions au sein de l'opinion publique. Une frange de la population interrogée à ce sujet se dit surprise par la rigueur de ces sanctions. Encore une fois, Babira Marilou. Je pense que par rapport à la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, le droit n'a pas été bien dit. D'autant plus que lorsque vous suivez l'infraction dont les ministres s'est accusé, vous voyez que c'était plus une erreur administrative, mais nous sommes tous surpris qu'on a amené cette affaire au pénal. En fait, étant que jeune, vraiment nous sommes très déçus parce que c'est une personne qui a excellé dans son domaine. Et étant que jeune, les sentiments qu'on avait hier après avoir suivi la décision finale de la Cour de cassation, nous sommes très déçus étant que nous, les jeunes. C'est ce que nous déplorons dans notre pays, que la justice soit équitable. Parce que, car du temps, la justice élève une nation. Lorsque la justice est équitable, en tout cas, quel que soit ce que vous avez commis comme un acte, que vous soyez jugé équitablement, et que tout le monde suit l'opinion, sache que non réellement telle personne avait commis tel acte, mais la justice a pris
une décision qui va mettre tout le monde d'accord. Donc c'est tout ce que je peux mettre comme avis. Et nous voulons bien, on peut s'incliner à la décision de la Cour. Mais cette histoire de deux poids, deux mesures, comme vous le savez bien, les phénomènes ou ces fléaux que nous constatons en République démocratique du Congo aujourd'hui, des détournements. Aujourd'hui, vous remarquez, l'affaire Moutamba a commencé et allé jusqu'au bout. Est-il le seul Congolais? Pourquoi pour d'autres, ce sont des pères de famille, et pour Moutamba, il est aujourd'hui condamné. Nous voulons bien qu'il y ait une justice, mais pas une justice sélective. Mais c'est Constant Moutamba, c'est d'abord une personne qu'on aimait beaucoup, vu sa façon de travailler, et on est surpris de voir la décision qui est tombée actuellement. Et là, on ne sait pas quoi dire, mais pour nous, au moins, c'est une personne qu'on aimait beaucoup. D'abord, sa façon de travailler, c'était vraiment l'espoir pour le peuple congolais. Mais malheureusement, on a vu comment les choses se sont évoluées actuellement, qu'on ne sait pas dire. Peut-être nous demandons, si possible, qu'on puisse revoir quand même les choses. Quittons à présent le sport, quittons à présent la justice pour le sport, je disais. Les Léopards de la RDC séjournent à présent à Djouba où ils vont affronter ce 5 septembre le Sud-Soudan. Le groupe a été complété ce matin par les arrivées de Yohan Wissa, Cédric Bakambu et le néo-léopard Aaron Bissaka avant la venue ce soir du gardien Timothy Fayulu. Des détails de Gévoni. Le léopard seigneur de la RDC ont érigé leur quartier général à Djouba au Sud-Soudan, l'occasion d'un rassemblement hyper important pour la République démocratique du Congo qui est déterminée à retrouver 50 ans après la phase finale de la Coupe du Monde. Premier de leur groupe de qualification avec 13 points devant les Lions de la Teranga du Sénégal et du Soudan qui en comptent 12. Les fauves congolais ont un devoir de remporter les deux rencontres de cette trêve où ils joueront d'abord ce 5 septembre le Sud-Soudan avant de jouer le 9 septembre prochain au Stade de Martyrs, le Sénégal, dans une rencontre qui sera suivie avec beaucoup d'intérêt par le féru du ballon rond. Un rassemblement qui fait le plein en termes d'appelés, déjà venus en masse et complété ce mercredi 3 septembre aux premières heures par les arrivées de Yohan Wissa, le nouveau sociétaire de Newcastle, du vétéran Cédric Bakambu des Betis Séville et du néo-léopard Aaron Bissaka dont la présence a fait couler beaucoup d'encre et salive chez ceux qui ne croyaient plus en sa venue. Ce groupe sera complété ce soir par l'arrivée du gardien Timothy Fayulu, retardé par les changements d'air, lui qui sera désormais porteur du FC Noah, club engagé à la conférence Ligue européenne. La Ligue nationale des football des jeunes de la RDC a clôturé son championnat national des moins de 17 ans hier mardi 2 septembre 2025 au stade Tata Raphaël avec le sacre de la jeunesse sportive de Quilungongo qui a dompté le FC Salvador sur la note étriquée d'1-0. Encore une fois, Gévoni Moulumba. Il y a plusieurs aspects pour lesquels on peut faire le point. En tout cas sur le terrain, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, de ce qui a été présenté, de la qualité de jeu. Mais sur d'autres plans, on peut s'estimer être quelque peu malheureux. Mais prenons le bon côté des choses. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Une fois de plus, la Coupe va en province. Cela prouve à suffisance combien c'est football de jeunes est pris au sérieux au niveau de province. On a vu des équipes ici, je prendrai l'exemple de KMB, je prendrai l'exemple de Volcan qui a joué le match de la 3e place ici, je prendrai l'exemple de l'équipe championne, pourquoi pas l'équipe de Don Bosco et les 3 équipes qui sont venues de Bandundu. On a vu vraiment qu'il y a de la qualité. Et ça ne peut que nous réjouir et nous faire oublier d'autres aspects dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Nous avons tiré les leçons. Je crois que nous allons faire part aux ligues provinciales, les ententes provinciales. Je crois que nos compétitions, nous devons les commencer en début de la saison et avoir tous les moyens en début de la saison. Et quand nous clôturons pendant la période des vacances, que nous ne soyons pas surpris comme nous venons de l'être. À un certain niveau, l'âge n'a pas été respecté. C'est un combat que nous devons mener tous. Et surtout, nous demandons l'implication de la presse. Parce que la presse, si elle peut dénoncer, ça aura un effet beaucoup plus large que lorsque nous le faisons à notre niveau. Ça, vraiment, côté âge, nous avons encore du travail à faire.
Ce journal est complètement bouclé, mais avant de se séparer, le rappel des titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec le ministre tanzanien des Affaires étrangères sur l'intégration régionale de la RDC. Un partenariat stratégique de 21 milliards de dollars qui se dessine entre la RDC et le groupe qatari Al Mansour Holding. Et puis, crise à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe est dans la tourmente, une pétition menace sa présidence, l'UNC dénonce un complot politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Prochaine édition, même heure, même chaîne et avec le même plaisir. Bonne suite de programme sur Kyria Media Channel. Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 Nord. Stopé. Marunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays, embrassez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner.